Heureux de vous retrouver pour cette émission, cet entretien du jour. Nous allons parler aujourd'hui de la situation politique en Guinée avec notre invité. Pour rappel, le 5 septembre dernier, un groupe de militaires conduit par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir renversant le président Alpha Condé qui venait d'entamer un troisième mandat très contesté. De cette actualité, nous discuterons avec notre invité qui est le président du Forum civil guinéen. Bonjour, Ibrahima Balaya Diallo. Oui, bonjour, monsieur. Ce coup d'État qui est intervenu le dimanche, est-ce que c'était prévisible selon vous? Oui, à bien des égards, oui, je dirais oui, parce qu'il y avait les contours qui s'étaient dessinés depuis plusieurs mois. Vous savez, le troisième mandat a amené dans ce pays un certain malaise. Cela a entraîné un certain malaise au niveau social. Doublé de cela, il y a eu la pandémie, il y a eu une crise économique, alors que quand on sait que les Guinéens sont habitués à des facilités, surtout dans la gestion administrative et financière, donc alors que le président, il semblerait qu'il avait fermé tous les robinets et qu'il y avait des contestations internes. Et puis, n'oublions pas que tous les espaces démocratiques ont été fermés par le régime de Alpha Condé. On n'avait plus la liberté de manifester. On en était arrivé même jusqu'à un moment où Alpha Condé se disait, bon, écoutez, maintenant, il y a le calme plat, je maîtrise la situation. Bon, probablement, c'était le calme avant la tempête, ou pour le dire plus ironiquement, c'était le calme avant que le légionnaire, pour faire allusion à Mamadi Doumbouya, avant qu'il ne tombe sous les coups de boutoir du légionnaire. En tout cas, de toute façon, nous qui sommes les grands acteurs du débat public et politique dans ce pays, nous n'étions pas surpris par ce qui est arrivé le 5 septembre. J'aimerais vous demander déjà, l'annonce de l'éviction du pouvoir de Alpha Condé a provoqué des scènes de liesse dans les rues, puisque vous le dites, vous y attendez, beaucoup au sein de la population s'y attend. Comment avez-vous accueilli au sein de la société civile ce coup d'État? Oui, ben bon, vous savez, je vous ai dit, c'est la somme de toutes les frustrations qui ont engendré ce coup. Maintenant, c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a eu une liesse populaire. Mais rappelons-nous qu'en Guinée, à chaque fois qu'il y ait un changement de régime, que ce soit militaire, il y a toujours des liesses populaires. Cela prouve que le régime déchu n'a jamais répondu aux attentes de la population. Ça a toujours été ainsi. Mais plus loin, je dirais que, en fait, c'est la conséquence de beaucoup de choses. Le président seul incarnait l'exécutif, le judiciaire, le législatif. Il s'occupait même du football. On se rappelle, lors de la crise du football en Guinée, il s'est immiscé en convoquant les protagonistes dans son palais de la République. Donc, il incarnait tout. Or, il ne peut pas le faire. Il faut déléguer. C'est pour cela qu'on a un premier ministre, qu'on a des ministres, qu'on a des directeurs généraux. Donc, lui, il gérait tout au niveau de la présidence, où il avait une ribambelle de conseillers qu'il n'écoutait pas, mais qui étaient grassement payés. Donc voilà, il n'avait confiance en aucun Guinéen. Il nous gérait par le mépris et par l'arrogance. Et je crois que c'est le prix de tout cela qu'il a récolté ce dimanche. Alpha Condé était-il sur une pente dictatoriale avant de se faire évincer du pouvoir? Mais je l'ai dit depuis 2016-2017. J'ai dit que dans notre pays, il y a une dictature qui se silhouette. Parce qu'il y a beaucoup de libertés dont s'était permis Alpha Condé. Mais malheureusement, bon, parfois, nous sommes des voix qui ne sont pas trop bien écoutées parce que ce n'est pas pour faire de l'autoflagellation, mais toutes les occasions sont bonnes pour critiquer la société civile guinéenne. Donc, les gens s'en donnent à cœur joie pour parler, pour nous accuser de tous les maux, de connivence avec le pouvoir ou avec les partis politiques en général. Donc, parfois, même quand on dit des choses sensées, on ne nous écoute pas parce qu'ils ont déjà des idées préconçues sur nos organisations. La junte au pouvoir parle d'un coup d'État sans effusion de sang, mais des rumeurs font état de plusieurs morts quand même dans le rang de la garde présidentielle. Quelles sont les nouvelles que vous avez par rapport à ça?
vous savez, à la base, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Hier, nous nous sommes réunis, même toutes les organisations de droits de l'homme de la Guinée, nous sommes réunis hier parce qu'il y a eu beaucoup de morts, justement. On s'en est rendu compte à travers les réseaux sociaux où les familles mettent sur les réseaux sociaux les cas de mort. Donc, nous sommes rendus et nous demandons des comptes à la junte qu'on nous éclaire cela, justement. Parce qu'il y a énormément de morts. Ce n'est pas les 3 morts officiels dont on nous a parlé très tôt le matin du 5 septembre. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà, maintenant, nous sommes en train de travailler sur le terrain à travers des enquêtes comme nous le faisons en tant que défenseurs des droits de l'homme. À partir de là, nous pourrons faire un rapport et l'envoyer aussi aux forces spéciales et aux organisations internationales pour qu'ils sachent que oui, on parle de diffusion de sang. Probablement, il y a même une petite fille, je crois, qui a été atteinte. Bon, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais aujourd'hui, nous avons nos enquêteurs sur le terrain qui vont voir aujourd'hui et déterminer le nombre exact de morts qu'a occasionné le coup de force. Le putsch a été largement condamné par la communauté internationale, notamment par la CEDEAO qui s'est réunie le mercredi et a pris une sanction contre la Guinée. La Guinée est désormais suspendue de la CEDEAO. Quelle est votre analyse après cette sanction prise par la CEDEAO? Vous savez, la CEDEAO a manqué l'occasion de se taire. Lorsque Alpha Condé tuait les manifestants dans les rues de Conakry, quand il a fait le 3e mandat, le forcing pour le 3e mandat, la CEDEAO n'a rien dit, n'a pas levé le petit doigt. Je crois que ce n'est pas après qu'on viendra nous apprendre des choses. De toute façon, moi je le dis assez souvent, les organismes internationaux dans une transition ne nous servent à rien du tout. Je te dis assez souvent, il y a des choses qu'on doit garder intactes en Guinée et qu'on essaie de régler ça une bonne fois pour toutes. La CEDEAO, de toute façon, dans sa configuration actuelle, ne peut aider en rien la Guinée pour sortir de cette transition. Sa condamnation n'a aucune valeur puisque la Guinée n'est pas un pays enclavé. Nous avons un port, nous avons un aéroport, ce n'est pas fermé. Les frontières avec nos voisins immédiats sont rouvertes. Moi, je crois qu'ils condamnent de façade, mais ils auraient dû le faire depuis octobre 2020. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont vraiment raté l'occasion de se taire. Ils ont sanctionné politiquement la Guinée, mais beaucoup s'attendaient aussi à une sanction économique, ce qui n'est pas arrivé. C'est quand même une bonne chose pour la Guinée. Oui, en plus que économiquement, le pays souffre. Le pays souffre de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, des cas de corruption, de ces ministres qui se sont enrichis. À ce titre, d'ailleurs, la nouvelle junte même a décidé de geler les comptes des anciens dignitaires du pays. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, quand on augmente les budgets de l'Assemblée nationale, les budgets de la présidence, alors qu'il y a un nouveau-né qui meurt par manque de couveuse, une couveuse ne coûte que 2 000 €, 21 millions de francs guinéens. Alors qu'on augmente de près de 200 milliards le budget de la présidence et plus de 100 milliards le budget de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner par le mépris. Et c'est ce qui s'est passé. À un certain moment, les dirigeants en Guinée ont porté des œillères. Ils n'ont pas su comprendre l'impatience du peuple. Le peuple était devenu impatient. Le peuple était demandeur de liberté, de bien-être et de bien vivre. Malheureusement, nos gouvernants n'ont pas répondu à cela. Aujourd'hui, ils en tirent les conséquences. Mamadi Doumbouya, l'actuel homme fort du pays et son équipe après le putsch ont essayé de rassurer quand même la communauté internationale. Ils ont pris des décisions, ils ont décidé de faire sortir de prison des anciens détenus opposants à Alpha Condé. Ils ont également annoncé la formation prochaine d'un gouvernement d'union nationale qui va certainement naître d'une large concertation politique qu'ils ont eu à promettre. Dites-moi, est-ce que ces promesses vous convainquent, vous, en tant que membre et acteur de la société civile? Certes, c'est vrai que beaucoup de promesses ont été faites. Hein, il y a eu beaucoup de déclarations. Mais moi, je me mets dans cette posture que les dirigeants non élus ne doivent pas perdurer au pouvoir. Tous ces chantiers qu'ils veulent ouvrir, ils ne peuvent pas le terminer même pour un mandat. Or, il faut que dans ce pays qu'on ait une transition la plus courte possible pour que sinon
on risque d'enraciner les militaires au pouvoir et on sait, vous savez, un chat échaudé craint l'eau froide. On connaît ce qui s'est passé avec Dadis Camara en 2008-2009. Ça a fini par la tragédie du 28 septembre. Donc, pour nous, il s'agit aujourd'hui de restructurer, aller vers un accord cadre, faire une transition la plus courte possible. C'est vrai que c'est des vœux pieux, ce qu'ils ont dit. Ils ont libéré des opposants injustement arrêtés. Ça a été une très bonne chose. Ça a permis à ces opposants de retourner vivre dans leur famille et de continuer leurs activités. Mais néanmoins, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Un coup d'État n'est pas un rétablissement du jeu démocratique. Je crois que le rôle des militaires, c'est de retourner dans les casernes, d'assurer la sécurité du pays dans un contexte de djihadisme international, justement. C'est à cela que nous les invitons. D'ailleurs, même, ils ont été formés dans le cadre de l'antiterrorisme. C'est ce que nous attendons d'eux. Je ne crois pas qu'ils puissent... Parce qu'il faut leur rappeler assez souvent ce que les transitions ne sont pas. Les transitions ne sont pas un moment d'unité nationale, comme l'a très bien dit d'ailleurs dans un rapport de Thierry Virculon et Mathilde Tarif, qui ont bien travaillé sur la question des transitions. Ça, il faut le rappeler. Ce n'est pas un moment de rétablissement de la sécurité, ce n'est pas un moment de refondation des institutions de l'État, ce ne sont pas des moments de réconciliation entre les communautés. Et enfin, les transitions, comme ils l'ont dit d'ailleurs, les transitions, ce n'est pas un moment de relancement du développement de ce pays. Il faut qu'on fasse très attention, justement. C'est vrai qu'il y a eu l'euphorie, c'est vrai que le fait de se libérer vraiment d'une dictature qui avait commencé à poser ses griffes, il est tout à fait normal que dans l'euphorie, qu'on donne un blanc-seing à la junte. Mais bref, monsieur Diallo, bref, vous demandez oui, qu'on reste quand même prudent, malgré les promesses de la junte au pouvoir. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il faut être très, très prudent, très, très prudent. Maintenant, les prochains jours, nous édifierons. Déjà, même au niveau même de la Guinée, toutes les organisations sont en train de se procurer une place dans la nouvelle gouvernance. C'est le méli-mélo, chacun se procède par des déclarations. On est en train de voir. Alors qu'on a vu que 2 ou 3 visages des putschistes. On n'a pas vu quelle est la branche civile de putschisme. Tout ça, c'est des interrogations. Moi, je crois qu'il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Nous attendons que ce soit un peu plus clair et puis voilà, on va aviser. Parlons de ce gouvernement qui va naître bientôt. Cellou Dalein Diallo est monté au créneau à la veille, au lendemain plutôt du putsch, a apporté son soutien aux putschistes. Est-ce que vous le voyez intégrer ce nouveau gouvernement que les putschistes vont mettre sur pied? Ouais, non, il va placer ses hommes. Parce que de toute façon, cette transition se fera entre les militaires, la société civile et les acteurs politiques, qu'on le veuille ou non, et le RPG inclus. Parce que parfois, j'ai tendance à entendre dans les conversations des gens que comme si le RPG était exclu du jeu politique. Non, ça ne se fait pas. Peut-être que certains dignitaires ayant mal géré ce pays ne feront plus partie du nouvel attelage, d'accord, mais le RPG en tant que parti politique va participer à cette transition. Il faut qu'on soit clair aussi. Maintenant, il y a un jeu. Mais maintenant, moi, ce que je déplore, c'est la réaction même de certains dignitaires politiques de l'opposition. C'est-à-dire le discours, la réaction est assez légère, justement. Quand on gère pratiquement plus de 30-40% de l'électorat, il y a des déclarations qu'on doit faire avec fermeté. Maintenant, soutenir de tout de go une jeune dont on ne sait pas où elle va nous amener, parce que tout simplement, votre concurrent, votre meilleur concurrent, votre meilleur ennemi a été débarqué du pouvoir. Moi, je crois qu'à la limite, c'est d'une naïveté incommensurable et cela dénote aussi, malheureusement, de l'incurie même de nos hommes politiques. Monsieur Diallo, nous sommes presque à la fin de notre entretien. J'aimerais vous demander comment vous voyez la Guinée d'ici quelques années après ce putsch. Cela dépendra de ce que nous allons mettre sur cette transition. Si nous devons faire un recommencement comme ce qui s'est passé avec Dadis, il va sans dire que celui qui viendra fera encore 2 mandats et aura des velléités
pour un troisième dans le but de s'éterniser au pouvoir. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'inviter toutes les parties de la Guinée, que ce soit les forces sociales, les forces politiques et toutes les corporations, pour qu'on se parle de vive voix et que la justice, vraiment qu'elle cesse de s'inféoder et à l'argent et au pouvoir, et que toutes les entités jouent leur rôle. Malheureusement, les institutions dans ce pays n'ont jamais joué leur rôle. C'est ce qui aujourd'hui nous amène à cela. Et puis, il n'y a pas de régulateurs sociaux. C'est l'un des rares pays où il n'y a pas de régulateurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, le spirituel n'a aucune emprise sur le temporel. Alors que dans des pays comme le Sénégal, on voit le rôle des confréries dans les crises, justement. Nous, quand il y a une crise, malheureusement, nos régulateurs sociaux, imams, évêques, tout ce que vous voulez, n'ont aucune emprise sur le jeu politique. Donc aujourd'hui, la Guinée sera de ce que nous allons déterminer dans cette transition et d'appliquer ça. Cela passe par une vraie charte de la transition acceptée de tout le monde, qu'on retravaille la constitution qui permettra à d'autres qui ne sont pas des partis politiques favoriser la candidature indépendante, parce que moi-même je fais partie de cette organisation qui s'est battue longuement dans ce... On vous aura compris, M. Diallo. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'était un plaisir pour moi de vous avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le président du Forum civil guinéen et nous vous avons reçu dans cette émission pour parler de l'actualité politique en cours actuel en Guinée. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je les invite à rester scotchés au programme de Télé Sud. Merci et à la prochaine.